Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h à la une ce samedi. Aïd al-Adha, c'est demain chez nous. C'est le rush sur les gares routières et ferroviaires et sur les routes avec par endroits de grands embouteillages. Cette période de fête est aussi synonyme de métiers saisonniers qui pullulent un peu partout, au coin des quartiers. Nous le verrons dans un instant. Dès demain 10 juillet, les visas électroniques seront disponibles. Une mesure qui a de quoi alléger et simplifier les formalités d'octroi des visas aux ressortissants étrangers désireux de se rendre au Maroc. Docteur Ntissar Haddia est notre invitée culture ce samedi, néphrologue et romancière. Elle nous parlera de son dernier opus, Trahison pieuse, une nouvelle plaidoirie pour la cause féminine. Mais d'abord, ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à Sa Majesté l'empereur du Japon, Naruhito, suite à l'assassinat de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe. Dans ce message, le souverain dit avoir été profondément ému par cette perte tragique au regard des relations cordiales que feu Abe entretenait avec le royaume du Maroc et de son attachement infaillible à consolider les liens d'amitié et de coopération entre les deux nations. Sa Majesté le roi a également adressé un message de condoléances et de compassion au président de la République de l'Angola, João Lourenço, suite au décès de l'ancien chef de l'État, José Eduardo dos Santos. Nous célébrons demain Aïd al-Adha, la fête du sacrifice. À cette occasion, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a bien voulu, grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Ces personnes sont au nombre de 979 et se répartissent comme suit. D'abord, les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention. Et ils se chiffrent à 834 avec grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 9 détenus, remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 1818 détenus et commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 7 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 134 personnes et se répartissent comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 21 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 7 personnes. Grâce sur la peine d'amende au profit de 104 personnes. Enfin, grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 2 personnes. En cette glorieuse occasion, Sa Majesté le roi a également bien voulu accorder sa grâce à des détenus condamnés dans des affaires d'extrémisme et de terrorisme. Cette bienveillance royale à l'égard de ces détenus qui n'ont obtenu l'approbation royale qu'après avoir officiellement exprimé leur attachement aux constantes et aux sacralités de la nation et aux institutions nationales, révisé leurs orientations idéologiques, rejeté l'extrémisme et le terrorisme. Ils sont au nombre de 11 avec grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement au profit de 3 détenus, grâce sur le reliquat d'emprisonnement et d'amende au profit de 5 détenus, remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 2 détenus et commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit d'un détenu. Les fidèles en pèlerinage à la Mecque ont entamé ce samedi le rituel de lapidation de Satan au niveau de la grande stèle uniquement au premier jour de Aïd al-Adha et à partir de demain, premier jour dit d'At-Tashriq, le rite comporte la lapidation au niveau de 3 stèles symbolisant Satan, la petite, la moyenne et la grande. Dès l'aube, ce rite de lapidation a commencé, les pèlerins arrivant par de petits groupes dans la vallée de Mina, près de la Mecque, pour jeter des cailloux sur la grande stèle. Après ce rite, les pèlerins se rasent les cheveux et les autorités d'organisation du pèlerinage se chargent de l'immolation des moutons du sacrifice au nom des pèlerins en vue de préserver la sécurité sanitaire de tous ainsi que l'hygiène des lieux et également pour une meilleure gestion sanitaire des carcasses destinées à être acheminées vers d'autres pays musulmans au profit des nécessiteux. Le pèlerinage rassemble cette année près d'1 million de musulmans, dont quelques 780 000 étrangers, après 2 ans de restrictions drastiques en raison du Covid-19. Et chez nous, c'est demain que l'on célèbre Aïd al-Adha, une période de fête durant laquelle les gares routières et ferroviaires sont littéralement prises d'assaut.
Un véritable remue-ménage avant de pouvoir retrouver les siens. Des foules de voyageurs partout, vous le voyez sur ces images. La gare routière de Marrakech bondée de monde. Et comme chaque année, depuis quelques jours, plusieurs petits métiers saisonniers corollaires au rituel du sacrifice fleurissent et prospèrent un peu partout dans nos villes. Une aubaine pour les aiguiseurs et mouleurs, les vendeurs de foin et de charbon et autres transporteurs de moutons. Reportage de Fennet Aboud, Mustafa Ouda Aziz Angmar avec Marim El Missi. Chaque matin, ces jeunes commerçants dressent soigneusement leurs étals. Entre les rémouleurs et les vendeurs de charbon, l'engouement pour ces marchandises de saison ne semble pas s'essouffler. À 10 jours de l'Aïd, j'installe ma marchandise, du foin, du charbon. Je profite de la demande qui accompagne la fête du sacrifice pour arrondir mes fins de mois. Je mets en vente du matériel de cuisine, tagines, grilles, brochettes. On trouve aussi des couteaux pour trancher les grosses pièces de viande. Ça me rapporte une décente somme d'argent. Des activités ponctuelles qui font désormais office de complément de revenus pour jeunes et travailleurs indépendants. Je vends principalement du charbon et de l'aliment pour bétail. C'est une activité provisoire, mais ça reste un bon moyen pour gagner un peu d'argent extra. À l'approche de chaque Eid al-Adha, je reconvertis mon commerce. Ça me fait une source de revenus supplémentaires. De quoi se frotter les mains. Ces travailleurs saisonniers devront dès demain fermer boutique. Ils céderont place aux inconditionnels engins à griller. À vos barbecues. Eid al-Adha coïncide encore cette année avec la saison estivale, une période de voyage et de farniente. La destination Maroc demeure des plus prisées. Pour faciliter les formalités de visa pour certaines catégories de voyageurs, eh bien, le Royaume lance dès demain 10 juillet la procédure d'octroi du visa électronique. Une nouvelle mesure mise en place conformément aux orientations royales visant l'amélioration, la simplification et la modernisation des prestations consulaires. On en saura plus dans ce reportage de l'Arbin Hirin et Diel Mouden et Omaima Ramli. Vous désirez visiter le Maroc, mais la procédure de visa auquel votre pays est soumis est plutôt longue. Plus la peine d'y penser. Désormais, votre visa est disponible en quelques clics seulement, à condition. Dans un premier temps, les ressortissants thaïlandais et israéliens seront les premiers à bénéficier du e-visa. Ensuite, les personnes avec un titre de séjour et qui résident dans l'un des pays comme l'Union européenne ou les États-Unis. Il existe deux types de visas. L'express accordé en 24 heures et le visa standard en 72 heures. Une nouvelle étape de la réforme consulaire franchie. Une plateforme 100% made in Morocco qui garantit rapidité et sécurité. Cette plateforme a été développée en interne par nos ingénieurs. Elle est simple, rapide et sécurisée. Simple car elle est intuitive, facile à manipuler. Rapide car le visa ne prend plus beaucoup de temps pour être édité. Et sécurisée car la plateforme répond aux normes de sécurité des données personnelles. Le Maroc ainsi rentre dans le club un peu restreint des pays qui ont ce dispositif du visa électronique et qui ne dépasse pas 49 pays dans le monde. C'est une manière de montrer aussi et de s'inscrire dans l'effort national de numérisation et de simplification, de modernisation de l'administration. Le e-visa, une autorisation unipersonnelle dont la validité est de 180 jours maximum. Elle vous permettra de séjourner 30 jours maximum au Maroc et c'est dès demain que vous pouvez en faire la demande. Le Maroc et l'Union européenne rénovent leur partenariat dans la lutte contre le trafic des personnes et l'immigration illégale. Et ce nouveau cadre de partenariat prend déjà forme lors de la visite hier à Rabat de la commissaire européenne chargée des Affaires intérieures et le ministre espagnol de l'Intérieur. Parmi les composantes du nouveau partenariat, le soutien à la gestion des frontières et le renforcement de la coopération policière. Mohamed Aïtchgar pour les développements. Rabat et Bruxelles sont aujourd'hui fortement conscients des dangers que représentent les réseaux de passeurs et trafiquants d'êtres humains. Conscients et surtout
plus que jamais décidés à renforcer leur partenariat migratoire, basé sur la responsabilité partagée. Quelques jours à peine après le dernier assaut violent, planifié et prémédité de migrants à Nador pour forcer le passage vers Melilla, les fondements d'un partenariat rénové Maroc-Union européenne ont été posés hier à l'occasion de cette rencontre à Rabat du ministre de l'Intérieur avec la commissaire européenne chargée des Affaires intérieures et le ministre espagnol de l'Intérieur. Nos tenemos que felicitar hoy de la reunión que hemos mantenido la comisaria de Interior. Nous devons nous féliciter des résultats de la réunion tenue avec le ministre de l'Intérieur et du partenariat qui nous lie et qui traduit notre action commune. Un engagement renouvelé face à l'émergence de nouveaux modes opératoires extrêmement violents adoptés par les réseaux criminels de passeurs et face à la complexité du phénomène de la migration illégale. La violence extrême des assaillants et la stratégie d'assaut qui a prévalu sont autant de preuves irréfutables de l'apparition de nouvelles structures hiérarchisées, de meneurs aguerris entraînés au profil de miliciens expérimentés dans les zones de conflit. Cette situation renforce notre détermination à approfondir davantage notre gestion de la migration irrégulière, afin de faire face aux organisations criminelles qui utilisent la violence et qui se servent des migrants. Nous allons continuer à travailler en profondeur, en mobilisant les moyens nécessaires pour sauver les vies mises en danger pour le compte de mafias et d'organisations criminelles. Para salvar vidas que se ponen en peligro y en riesgo por las mafias, por las organizaciones criminales. Le Royaume du Maroc est pris pour cible, délibérément paraît-il, par les mafias de trafic de personnes et ceux qui en tirent les ficelles. Et pour preuve, plus de 145 assauts ont été repoussés autour des présides de Ceuta et Melilla depuis 2016. Plus de 1300 réseaux de trafic démantelés ces 5 dernières années et plus de 360 000 tentatives d'émigration irrégulière ont été avortées depuis 2017. Pas plus tard que ce matin, les éléments de la préfecture de police de Tanger ont mis en échec une tentative d'immigration illégale et interpellé 25 individus originaires de pays de l'Afrique subsaharienne. Les suspects ont été appréhendés au niveau d'un poste de contrôle routier à l'entrée de la ville de Tanger, immédiatement après leur arrivée à bord d'un bus de transport public en flagrant délit de possession de 36 objets en fer de fabrication artisanale qui seraient utilisés dans les opérations collectives d'immigration par escalade. Bruxelles, qui mesure l'effort colossal déployé par le Maroc, un partenaire stratégique et engagé de l'Union européenne, s'engage donc à œuvrer de concert avec le Royaume en vue de promouvoir un partenariat opérationnel en matière de lutte contre le trafic de personnes. Les deux partenaires, le Maroc et l'Union européenne, pourront notamment s'appuyer sur la stratégie nationale d'immigration et d'asile, stratégie qui constitue aujourd'hui un modèle de gestion migratoire des plus avancés, tant sur le plan législatif qu'institutionnel, ayant permis de régulariser la situation administrative de plusieurs milliers de migrants et de les intégrer dans la société marocaine. Covid-19, les chiffres du jour, 2476 nouveaux cas et 4 décès ont été recensés. 40 cas sévéro-critiques ont été enregistrés ces dernières 24 heures. La campagne vaccinale se poursuit. Le nombre de primo-vaccinés a atteint plus de 24 862 000. Celui des personnes ayant reçu 2 doses s'élève à près de 23 350 000 et plus de 6 580 000 personnes ont reçu 3 doses. Enfin, 4 847 personnes ont bénéficié de la 4e dose. Et la pandémie du Covid a eu raison des réserves des produits sanguins qui, faute de donneurs, ont chuté de 50%. Conséquence, le pays vit une énorme pénurie de sang. On n'en dispose plus que de 4200 poches de sang. Le ministère de la Santé et le tissu associatif se mobilisent et lancent une campagne de sensibilisation pour collecter plus de 1000 poches par jour. Reportage à Nador, Rachid Latabi, Zakari Mokin Billah avec Nisra El Hamdawi. Zone industrielle de Bninsar à Nador.
Aujourd'hui, employés et cadres de cette unité de poissonnerie font don de leur sang. Un grand nombre de bénévoles a répondu présent à cette initiative humanitaire. C'est la 3e fois que je donne mon sang. Ce geste peut sauver des vies. J'invite tout le monde à faire de même. Nous sommes ravis de participer à cette action. La zone industrielle du port vit depuis quelques jours au rythme de cette collecte. 100 bénévoles par jour, c'est le chiffre escompté pour cette campagne. Un résultat largement atteint grâce à une forte mobilisation. À l'origine de l'initiative, la société civile et les entreprises de Bnin Sar. Nous sommes encadrés par une équipe qui est venue spécialement de Rabat, l'équipe nationale de collecte du sang. Et en même temps, on a l'association de la collecte du sang au niveau de Nador. Nous avons essayé dans un premier temps de faire engager un ensemble d'entreprises qui travaillent aux environnements de port de Nador. Depuis son lancement, cette collecte a permis de renflouer les stocks de sang et de réduire le déficit enregistré en cette matière vitale au niveau des unités hospitalières et des centres de santé de la région. La passion du verbe l'habite jusqu'à la moelle. De son rêve, elle en fait une réalité et devient romancière. Un métier qui cohabite avec la médecine, autre rêve d'enfance, tout aussi accompli, puisqu'elle est néphrologue et professeure agrégée à la faculté de médecine d'Oujda. Ntissar Haddia converse dans la capitale de l'Oriental autour de son nouveau roman, Trahison pieuse. L'opus traite de la condition féminine, le sujet de prédilection de l'auteur qu'elle aborde avec beaucoup de finesse et de grâce. Rachid Latabi, Nisra El Hamdawi. Elle fait partie de ces femmes déterminées. Des objectifs, elle se les fixe à chaque phase de sa vie. Partout où elle passe, elle laisse des traces par ses écrits. Ntissar Haddia est une romancière qui plaide la cause des femmes. Dans la foulée de son train de vie professionnel de médecin néphrologue, elle s'accorde des échappées littéraires, histoire de se vider de ce flot de mots, de phrases et d'histoires qu'elle se presse à coucher sur une feuille. De ce rituel, son dernier bébé est né, Trahison pieuse. L'appel de la vie jaillissait insolemment dans toute sa splendeur, défiant le deuil. Trahison pieuse, à l'instar de mes autres livres, c'est un roman social qui raconte le Maroc dans sa singularité, avec un focus sur la condition féminine à travers des personnages féminins controversés. Il raconte aussi, elle parle de la lutte des classes, de la psychologie humaine et ses zones d'ombre. C'est toujours un honneur de modérer ce genre d'activité, surtout quand il s'agit d'auteurs femmes. Et qui plus est, médecin et professeur au CHU de la ville d'Oujda. Ntissar, c'est un exemple pour la jeunesse de la région de l'Oriental, c'est un exemple pour les jeunes femmes aussi de la région. Et des exemples comme ça, il y en a, et il y en a beaucoup dans la région. Cette rencontre avec ses lecteurs à Oujda, Ntissar Haddia l'appréhende comme un moment d'échange et de partage vital autour de son livre au titre intrigant. L'occasion de pousser la réflexion plus loin sur des phénomènes de société que Ntissar cherche à faire émerger, avec comme finalité de questionner les normes et les perceptions de chacun devant un parterre d'intellectuels et d'acteurs de la scène culturelle. Aujourd'hui, je suis très content de participer à la scène culturelle Oujdi et pour assister à cette signature de Ntissar Haddia pour son roman Trahison pieuse. Et ça me fait plaisir. Madame Ntissar Haddia a un style très fluide et très spontané, qui ressemble beaucoup d'ailleurs à sa personnalité. Elle écrit des drames sociaux avec un style très descriptif. Le livre de notre ami Ntissar Haddia qui mène une vie parallèle à celle de tous les jours, qui est prof à notre CHU d'Oujda, mais aussi qui a la main généreuse pour écrire de belles choses. Professeur Ntissar Haddia n'est pas à son premier coup d'essai littéraire. Elle a bien d'autres romans à son actif, comme Si Dieu nous prête vie, Au fil des songes et L'inconnu.
Et nous en parlons avec l'auteur elle-même, Dr Intisar Haddia. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation et Eid Mubarak Saïd à vous et à tous les téléspectateurs qui nous regardent. À vous aussi, docteur. Alors, Trahison pieuse est votre dernier opus en date après L'inconnu, Au fil des songes et Si Dieu nous prête vie, on l'a vu dans le reportage. Dans votre roman, vous traitez encore une fois de la condition de la femme. Alors, de quoi vous parlez dans ce livre? Alors, ce roman, comme ça a été dit dans le reportage, c'est un roman social et qui raconte en fait deux histoires qui évoluent de façon parallèle et qui vont converger au milieu du livre. Il y a d'abord cette première histoire où la révélation d'un étrange secret dans les suites du décès d'un patriarche qui était un homme exemplaire sous tout rapport va bousculer le destin, on va dire la vie de sa famille, une famille de notables. Et bien sûr, ils vont terriblement en souffrir. Et d'un autre côté, il y a une autre histoire qui évolue en parallèle et on ne saura le lien entre les deux qu'au milieu du livre. Dans cette deuxième histoire, il y a un dangereux manipulateur qui est sur le point de commettre une terrible escroquerie, profitant de la crédulité et surtout de la naïveté de plusieurs femmes. Donc ce sont ces histoires-là qui vont constituer l'intrigue de ce livre. Et à mon sens, au-delà de la trahison, au-delà de toutes ces choses-là, il s'agit d'un livre sur la psychologie humaine et sa complexité. C'est-à-dire, il est illusoire de croire cerner des individus facilement. Il est illusoire de vouloir à tout prix compartimenter les gens, les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. Il y a bien des zones d'ombre, des zones grises qui peuvent exister. Aussi, c'est un livre qui questionne la dualité du bien et du mal, qui questionne le concept même de l'exemplarité dans nos sociétés, les codes sociaux, les codes moraux qui nous régissent au quotidien dans notre société. Et bien entendu, c'est un livre, à l'instar de mes autres livres, sur la condition féminine. Donc il y a plusieurs personnages féminins, et ça je le fais exprès de mettre en exergue les femmes, la femme marocaine dans mes livres. Il y a des personnages féminins qui sont très différents, qui sont issus de milieux sociaux très divers et variés. Et ça permet d'approcher quelque part la condition féminine au Maroc dans sa globalité. Mais c'est également un livre sur la lutte des classes. Et notamment sur ces petites gens qui sont invisibilisés au quotidien et avec tous les drames qui peuvent en résulter. Donc c'est ça globalement de quoi parle mon roman. Et justement, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la condition de la femme ? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup d'acquis, ça c'est indéniable, avec la Moudawana qu'on a tous vu émerger en 2004. Donc bien entendu, il y a une évolution qui est indéniable. Maintenant, il reste beaucoup de choses à faire, il reste des choses à entamer, à continuer. À perfectionner. À perfectionner. Alors, docteur, écriture et médecine s'épousent à merveille chez vous. Des médecins qui font œuvre de littérature n'est pas une nouveauté en soi. On a vu que c'est un mariage heureux que l'on doit notamment à des pionniers comme Avicenne ou Averroès, qui étaient à la fois médecins et hommes de lettres. Vous remettez tout ça au goût du jour. Pourquoi sentez-vous d'abord le besoin et la nécessité d'écrire malgré votre agenda rempli de par votre profession de néphrologue et professeur de médecine à la faculté d'Oujda? On dit comme ça peut sembler un tantinet étrange avec l'agenda rempli, certes, mais moi je me vois comme une femme ordinaire qui pratique un métier qu'elle aime et qui la passionne et qui est également animée par la passion de la lecture et l'écriture. Vous savez, moi j'exerce mon métier de médecin avec beaucoup d'amour. C'est un métier que j'ai choisi, que j'ai longtemps rêvé d'exercer, de pratiquer. Et puis, il m'apporte beaucoup de bien en soi, parce que le fait de soigner, le fait de soulager la douleur, ça n'a pas de prix. Et je suis convaincue, intimement convaincue, qu'on ne peut pas être médecin si on n'a pas l'amour du métier ou si on est dénué d'empathie pour ses patients. Ça d'une part. D'autre part, pour la lecture et l'écriture, j'y ai baigné très tôt dans ma vie. Moi, je viens d'une structure familiale qui est très intellectuelle. C'est une chance en soi. Et puis, bien sûr, très tôt, mes parents m'ont introduit à la lecture, aux livres. Et ça m'a fait beaucoup de bien, bien entendu. Et donc, je suis arrivée à l'écriture par la suite, à travers la lecture. On écrit parce que quelque part, on a beaucoup lu. Donc, c'est un aboutissement, je dirais, naturel et logique. Après, lorsqu'on dit, voilà, quelqu'un qui a un métier qui n'est pas facile, qui est très prenant, voilà.
Comment est-ce qu'il trouverait du temps pour d'autres efforts supplémentaires? Mais moi, je ne vois pas la lecture comme un effort supplémentaire ou une perte d'énergie. Au contraire, ça confère un certain équilibre. C'est une activité récréative dans mon cas. Donc ça me fait beaucoup de bien. Et c'est ainsi qu'il y a eu cette association, ces deux facettes qui constituent ma personne. Donc à la fois médecin et auteur. Je fais difficilement la distinction entre les deux. Voilà. Alors, vous êtes non seulement spectatrice des phénomènes de la société dans laquelle vous évoluez, mais aussi actrice. Vous mettez le doigt là où le bas blesse. Dans ce cas-là, l'écriture devient un acte d'engagement, voire un combat. À votre avis, quelle place occupe aujourd'hui l'écriture et la littérature dans un monde ultra connecté, en perte de valeur aussi? Vous savez, c'est une question très très pertinente. Moi, je pense que la littérature aura toujours sa place dans le monde. Aura toujours sa place parce qu'elle est d'une importance cruciale. Ça permet, au-delà du fait de cultiver, d'informer, d'instruire, ça permet d'élargir les horizons, ça permet de faire mûrir à la fois le lecteur et bien sûr l'auteur. Donc pour parler déjà de la lecture, c'est une nécessité pour tout un chacun. Ça permet de vivre plusieurs vies, parce que celui qui ne lit pas, il ne vit qu'une seule vie, la sienne malheureusement. Et comme disait Pablo Neruda, il meurt lentement celui qui ne lit pas, celui qui ne voyage pas, celui qui ne trouve pas grâce à ses yeux. Ben voilà. La lecture permet de vivre plusieurs choses, permet de s'identifier, permet de voir qu'il y a d'autres voies possibles, d'autres solutions possibles à différents problèmes. Parce que lorsqu'on lit différents auteurs, on voit que globalement, les problèmes des personnes, en général, les problèmes sont sensiblement, pour ne pas dire similaires, sont sensiblement proches. Mais on voit, mais ça varie bien entendu en fonction des cultures. Et puis, le fait de lire des auteurs de différentes cultures, ça donne une idée sur des solutions. On voit qu'il y a des solutions différentes qui vont varier d'un auteur à l'autre, d'un milieu, d'une société, d'une époque à l'autre. Et ça ouvre l'esprit, ça permet, comme j'ai dit, de relativiser et de voir qu'il y a d'autres solutions possibles, des voies nouvelles et inédites. Et puis, il y a un phénomène qui est très important. Lorsqu'on est lecteur, par exemple, on se dit... Qu'aurais-je fait à sa place? Ce qu'aurais-je fait à sa place, ça permet de prendre du recul et de la perspective, à la fois par rapport au texte qu'on lit et par rapport à nos propres vies. Donc c'est quelque chose qui fait franchement mûrir les personnes et c'est nécessaire. Après, l'écriture, c'est très important aussi. Et l'auteur a un rôle à jouer dans la société à laquelle il appartient. Voilà. Alors, je rappelle que votre dernier livre, Trahison pieuse, signé Dr Ntissar Haddia, à lire avec beaucoup de plaisir. Docteur, c'est un plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes néphrologue, professeur de néphrologie à la faculté de médecine d'Oujda et romancière. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres ce soir. Merci à vous. Du football pour finir, joli parcours pour les Lions de l'Atlas. La sélection marocaine féminine de football a battu son homologue sénégalais sur le score de 1-0. C'était tir au complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat en match de la 3e journée de la Coupe d'Afrique des Nations 2022. L'unique but de la rencontre a été marqué par Rizlan Chebek du point de pénalty à la 55e minute. Pour une place au dernier carré, synonyme de qualification pour le prochain mondial, l'équipe nationale féminine sera opposée à l'une des meilleures troisièmes. En jeu, se qualifier pour les demi-finales de la CAN 2022 et obtenir un billet direct pour la Coupe du Monde 2023. Et on leur souhaite bonne chance. Voilà, c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h avec Nabila Azarkan. Bon week-end à tous.